Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire passer l'idée générale du Bitcoin sans utiliser de jargon technique. Je veux simplement donner un aperçu de ce qu'est le Bitcoin, comment ça marche et pourquoi un grand nombre de gens, moi y compris, pensent que c'est une technologie révolutionnaire. Donc jette ton cash en l'air parce qu'aujourd'hui nous allons voir le top 5 des choses à savoir pour mieux comprendre le Bitcoin. Numéro 5, Bitcoin, le livre de compte partagé par tous. Donc on peut penser le Bitcoin comme étant un grand livre de compte tenu par tous les utilisateurs. Ce grand fichier qu'on appelle la blockchain contient tous les numéros de compte ainsi que la balance correspondante à chaque compte. Et les unités de ce livre de compte sont les Bitcoins. Donc cet énorme livre de compte permet de transférer des Bitcoins d'un compte à un autre extrêmement facilement. Et le fait que la personne soit à côté de vous ou à l'autre bout du monde ne change rien à ça. En gros, c'est aussi facile d'envoyer des bitcoins que d'envoyer un texto ou un email. Pour recevoir ou envoyer des bitcoins, il vous faudra plusieurs choses. Donc premièrement, il vous faudra un smartphone ou un ordinateur avec une application ou un programme de portefeuille électronique qu'on appelle en anglais un Bitcoin Wallet. Ces programmes sont gratuits et vous permettent de stocker, de recevoir et d'envoyer du bitcoin. Et ensuite, il vous faut du bitcoin. Vous pouvez obtenir du Bitcoin de plusieurs façons, donc soit en les achetant sur une plateforme de trading spécialisée comme Kraken ou Paymium, soit en utilisant des sites qui mettent des acheteurs et des vendeurs en relation directe comme Local Bitcoin ou Bitcoin.de, soit grâce à des distributeurs physiques comme la Maison du Bitcoin à Paris, et finalement vous pouvez aussi les acheter directement à un ami s'il accepte de vous en vendre. Donc je veux préciser que vous n'êtes pas obligé d'acheter ou de vendre des bitcoins entiers. C'est pas genre t'as la monnaie sur 2000 euros, non c'est pas ça. Alors qu'un euro peut être divisé en 100 centimes d'euros, le bitcoin peut être divisé au 100 millionième. Il existe d'ailleurs un nom pour un 100 millionième de bitcoin, ça s'appelle un satoshi, en hommage au créateur du bitcoin. Le prix du bitcoin au moment où j'écris cette vidéo est de 1164 euros, donc un satoshi vaut un millième de centime d'euro. Vous pouvez donc acheter pour 10, 20, 30 euros de bitcoin si vous le souhaitez, c'est tout aussi facile que d'acheter des bitcoins entiers. Maintenant, quand je vais vouloir envoyer du bitcoin à un ami, il va me falloir son adresse bitcoin qu'il trouvera sur son portefeuille électronique. Il pourra donc soit m'envoyer son adresse, soit me faire scanner un code QR pour que je puisse lui envoyer les bitcoins. Il me suffit alors de rentrer le montant et de l'envoyer, et puis voilà, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Une fois que je fais une transaction, tous les livres de compte du réseau Bitcoin seront mis à jour pour inclure cette nouvelle transaction. Numéro 4, il n'y a pas d'augmentation de la masse monétaire avec le Bitcoin. Une autre caractéristique du Bitcoin, c'est qu'il n'en existe qu'une quantité limitée. C'est tout simplement quelque chose écrit dans son code. Il n'en existera jamais que 21 millions. Les bitcoins ne sont cependant pas tous disponibles, ils sont créés petit à petit. Au moment où j'écris cette vidéo, il n'y a que 16 172 187 bitcoins en circulation. Ces bitcoins sont créés par un procédé qu'on appelle le minage. Les mineurs sont des ordinateurs très puissants qui aident à la maintenance de ce grand livre de compte qu'est la blockchain. Ils aident à confirmer qu'une nouvelle transaction sur la blockchain est légitime. Quand ils le font, ils sont récompensés par des frais de transaction ainsi que de nouveaux bitcoins fraîchement créés. Donc aujourd'hui, 12 bitcoins et demi sont créés toutes les 10 minutes environ et redistribués aux mineurs. Une fois que la totalité des 21 millions de bitcoins aura été créée, et on estime que ce sera vers l'an 2140, alors plus aucun nouveau bitcoin ne sera créé et les mineurs ne seront plus rémunérés que par les frais de transaction. Il faut aussi souligner que dans les faits, les frais de transaction constitueront l'essentiel de la rémunération des mineurs bien avant 2140. En effet, en 2030, 98% des bitcoins auront déjà été minés. Donc beaucoup de gens comparent le bitcoin à de l'or digital. Comme l'or, le bitcoin est en quantité limitée et comme l'or, il faut du matériel, du temps et de l'énergie pour mettre de nouveaux bitcoins sur le marché. Donc étant donné que la quantité de bitcoin est limitée, plus il y aura de gens qui en demanderont, plus le prix augmentera. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prix du bitcoin a augmenté ces 2 dernières années. De plus en plus de gens dans le monde achètent du bitcoin pour se protéger contre la dévaluation de leur monnaie. Numéro 3, le bitcoin est une monnaie décentralisée. Ce qu'on veut dire par décentralisé, c'est que personne ne contrôle cette monnaie, ni organisation, ni particulier, ni État. Il n'existe pas de banque centrale du Bitcoin par exemple, ni de service client ou quoi que ce soit d'autre. Le fait qu'il soit décentralisé est de mon point de vue le plus gros avantage du Bitcoin. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de demander d'autorisation à personne pour créer des applications et des services autour de Bitcoin, mais ça veut aussi dire que personne ne peut dévaluer le Bitcoin en créant plus, contrairement à ce que font nos États avec nos monnaies. Et la dévaluation d'une monnaie peut rapidement devenir un gros problème. On peut facilement prendre en exemple l'hyperinflation de l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. À cause de la dette qu'ils accumulèrent lors de la Première Guerre mondiale, le gouvernement décida d'imprimer du marque en masse.
Le mark est passé rapidement de 42 marks pour 1 dollar en 1920 à plus de 4210 milliards de marks pour 1 dollar, et ça seulement 3 ans après. Ça coûtait moins cher de brûler des liasses de marks pour se chauffer que d'acheter du bois. Donc le cas de l'Allemagne est extrême, mais nous n'avons pas besoin de remonter aussi loin dans le temps pour trouver des exemples d'hyperinflation. Aujourd'hui, le Venezuela se trouve aussi en hyperinflation. La liasse que vous voyez sur cette photo ne vaut aujourd'hui que 21 dollars, alors qu'en 2001, elle valait 71 000 dollars. Vous pouvez imaginer que les économies d'une vie peuvent être réduites à néant en quelques mois. En fin 2016, le gouvernement décida même de retirer le billet de 100 bolivars, ne laissant que 2 semaines au peuple pour l'échanger contre des plus petits billets. Ce billet ne valait déjà que 2 centimes de dollar au moment de cette décision. Toujours en fin 2016, même l'Inde a aussi décidé de rendre illégal ses 2 plus gros billets, celui de 500 et de 1000 roupies, et ça du jour au lendemain. Ils ne laissèrent qu'un mois et demi à la population pour déposer leurs billets à la banque, mais seulement à hauteur de 4000 roupies. Les billets de 500 et de 1000 roupies représentaient quand même plus de 80% du cash en circulation. Donc je ne parle pas non plus du fait qu'une autorité centrale peut décider de bloquer votre compte comme à Chypre, ou simplement de ne pas réapprovisionner les distributeurs de billets comme en Grèce. Bref, une situation chaotique peut vite arriver en cas de crise majeure. Un système de monnaie décentralisée nous permet d'éviter ce genre de situation. Une monnaie décentralisée s'échange de personne à personne sans intervention de banques ou d'autres organisations intermédiaires. Aucun gouvernement n'a de pouvoir sur le Bitcoin lui-même. On pourra toujours demander aux citoyens de déclarer leur Bitcoin sur une base volontaire, voire réguler les entreprises qui les utilisent, mais à moins de couper Internet, aucun gouvernement n'aura les moyens d'interdire véritablement l'usage du Bitcoin. Numéro 2, est-ce que le Bitcoin est sécurisé ? J'ai déjà parlé avec des gens qui pensaient que le Bitcoin s'était déjà fait hacker plusieurs fois. Souvent on me cite d'ailleurs l'incident de Mt. Gox comme exemple. Mt. Gox était la plateforme d'échange de Bitcoin la plus populaire en 2013. Au début 2014, ils annoncèrent qu'ils avaient perdu environ 750 000 bitcoins qui appartenaient à leurs clients, ce qui a déclenché une panique chez tous ceux qui avaient des bitcoins sur Mt. Gox à ce moment, et c'est bien entendu étendu à toute la communauté de Bitcoin. Beaucoup de plateformes de trading ont effectivement été hackées ou ont escroqué leurs clients, mais les faiblesses et les dérives d'une société privée centralisée n'ont rien à voir avec le réseau Bitcoin qui n'a jamais été hacké et dont la sécurité ne cesse de se renforcer à mesure que le temps passe. Si un énorme supermarché en France se fait cambrioler, ce n'est pas l'euro qui s'est fait cambrioler. De la même façon, il n'y a pas eu d'attaque sur le Bitcoin lui-même, mais seulement sur les plateformes qui permettent l'échange de Bitcoin. La technologie derrière le Bitcoin est extrêmement robuste, donc qu'est-ce qu'il faudrait pour hacker le Bitcoin lui-même ? L'attaque des 51% pourrait être une façon de hacker le Bitcoin. Pour faire une attaque de 51%, il faudrait pouvoir contrôler 51% du réseau complet de Bitcoin, ce qui est quasiment impossible aujourd'hui étant donné la puissance de calcul du réseau. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, les mineurs doivent s'assurer qu'une transaction est légitime, c'est-à-dire qu'ils doivent s'assurer que la personne qui envoie des Bitcoins a bien des Bitcoins sur son compte. Mais si une seule entité possède 51% des mineurs, et il est important de noter que pour faire ça aujourd'hui, il faudrait plus de 100 fois la puissance de tous les ordinateurs de Google, ils ne pourront quand même pas s'ajouter des bitcoins qui sortent de nulle part sur leur compte, ni même changer l'historique d'autres comptes. En gros, ça demanderait un investissement de malade pour un minimum d'avantages. Si une entité parvient à réunir une telle puissance, il lui sera beaucoup plus rentable de l'utiliser pour contribuer à la validation des blocs et sécuriser le réseau Bitcoin. 50% de la puissance, ça veut dire aussi 50% des primes qui représentent quand même 1 million d'euros de gains par jour à l'heure actuelle. Numéro 1, peut-on aujourd'hui utiliser le Bitcoin comme monnaie ? Il existe quand même quelques problèmes liés à l'utilisation du Bitcoin comme monnaie de tous les jours. Premièrement, le prix du Bitcoin est encore beaucoup plus volatile que l'euro ou que le dollar. Si j'achète un Bitcoin à 1000 € aujourd'hui pour payer quelqu'un demain par exemple, il faut que je puisse être sûr que ce même Bitcoin vaudra toujours 1000 € demain. Et là pour l'instant, on n'en est pas encore là. Par exemple, si vous aviez acheté un Bitcoin entier le 4 janvier 2017 à 1000 € et que vous deviez impérativement payer quelqu'un avec le 12 janvier, le 12 janvier, votre Bitcoin n'aurait plus valu que 780 €. Pour utiliser une monnaie, il faut pouvoir être sûr que sa valeur reste relativement stable. La plupart du temps, les fluctuations dans le prix du Bitcoin sont dues au fait qu'il augmente plutôt que le contraire. Le Bitcoin a été la monnaie la plus performante des 2 dernières années. C'est-à-dire que si avec un Bitcoin au début 2015, vous pouviez remplir un caddie de nourriture, aujourd'hui avec le même Bitcoin, vous pourriez en remplir 6. Le Bitcoin est donc pour l'instant un investissement sur le moyen ou long terme. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements et des liens vers toutes les plateformes mentionnées, je vous invite à jeter un œil à bitcoin.fr. J'aimerais d'ailleurs remercier Jean-Luc de bitcoin.fr de m'avoir aidé sur cette vidéo.